Ils sont venus du monde entier. Qu'attendent-ils? Que guettent-ils? Un événement rare, un prodige inoubliable, une éclipse totale de soleil. Curaçao, une île sous le vent, une petite Hollande dans la mer des Caraïbes. Curaçao qui, ce jeudi 26 février 1998, devient l'éphémère capitale mondiale de l'astronomie. En effet, c'est d'ici que l'éclipse totale de soleil sera la plus belle à voir et surtout la plus longue à observer. Et c'est pourquoi tous les astronomes professionnels, mais aussi tous les astronomes amateurs, sont venus ici pour observer le phénomène. La tension n'est pas encore très vive. Pourquoi? Parce que l'éclipse vient tout juste de commencer, c'est-à-dire que le disque lunaire a commencé à pénétrer dans le disque solaire et il va continuer sa progression pendant plus d'une heure jusqu'à l'occultation totale. Et là, ce sera l'instant magique, l'instant du soleil noir et de sa couronne lumineuse. Donc nous allons suivre cette éclipse en direct. Et ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance avec le Soleil Roi, qui sera l'invité de cette émission. C'est l'astre du jour, mais qui recèle encore une foule d'énigmes. Quel est le secret de cette prodigieuse chaudière? Pourquoi tous les 11 ans le Soleil entre-t-il en crise? Les colères du Soleil sont-elles un danger pour la vie? Ces caprices influencent-ils le climat sur la Terre? Et parviendrons-nous un jour à maîtriser sur Terre l'énergie du Soleil Roi? Le disque de la Lune continue à pénétrer dans le disque solaire, à l'occulter. Il va mettre encore près de 50 minutes pour le recouvrir complètement et pour qu'on arrive à cet instant où on ne verra plus que la couronne tout autour du soleil noir, cet instant qu'attendent ici tous ces astronomes amateurs, ces passionnés et qui règlent leurs instruments car ils n'auront que 3 minutes. Oui, 3 minutes, c'est un peu court et c'est là, à cet instant, qu'il ne faut surtout pas rater les clichés. Glenn, vous êtes Canadien, bonjour. Vous êtes un fou des éclipses solaires. C'est la combienième que vous allez voir? C'est ma 5e, celui-ci. 5e. Ah, et vous avez les souvenirs comme des décorations? Oui, de 91 en Mexique, 94 en Chili, 95 en Inde, et celui-ci. Bon, mais vous n'êtes pas un astronome professionnel. Non, pas du tout. Juste un amateur. Oui, mais un passionné. Passionné, bien sûr. Un obsédé, un obsédé. Un obsédé? Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous ressentez au moment de l'éclipse totale? Oh, c'est fantastique. La tension dans les muscles monte. C'est magique. C'est magique, absolument. Quand j'étais en Chili, plus que 4000 mètres, pardon, j'avais un mal de tête horrible. Et instant de deuxième contact, de totalité, le mal de tête est disparu. Il a fallu 1h30 pour revenir. Ah oui, il est quand même revenu. Oh oui, oui. Après la totalité, après tout était fini. Mais ici, il n'y a pas de mal de tête. Ah non, non, j'espère que non. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclipse totale de soleil, c'est un cadeau du hasard. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que, schématiquement, notre satellite naturel, la Lune, est 400 fois plus petit que le Soleil, mais aussi 400 fois plus près de nous. En sorte que, vu de la Terre, le disque de la Lune et le disque du Soleil ont la même taille et lorsqu'ils se superposent, la Lune occulte exactement la
surface du Soleil, le disque solaire, et nous permet de découvrir la couronne. Alors vous imaginez, si la Lune avait été plus petite, si elle avait été plus loin, l'éclipse aurait été simplement un point noir qui aurait traversé le disque solaire. Si au contraire la Lune avait été plus grosse ou plus proche, eh bien lors des éclipses, on n'aurait pas vu la couronne. Mais le hasard a bien fait les choses pour nous, et attention, pour avoir ce jeu de cache-cache entre la Terre et la Lune, il fallait encore que la mécanique céleste organise ce rendez-vous, et voici comment elle a fait. Pour la mécanique céleste, tout est affaire de manège. Dans le ciel, ça tourne, plus ou moins rond, mais régulièrement. Et naturellement, à force de tourner, on finit par se faire de l'ombre. Une éclipse de soleil se produit lorsque la Lune se trouve dans l'alignement du Soleil et de la Terre. Il se forme alors un cône d'ombre qui nous cache la lumière du Soleil. Logiquement, le phénomène devrait se produire à chaque nouvelle Lune. Ce n'est pas le cas, car le plan de rotation de la Lune autour de la Terre est incliné de 5 degrés par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Les éclipses ne se produisent donc que lorsque les deux orbites de la Terre et de la Lune se recoupent et quand le Soleil lui aussi se trouve dans l'axe. Beaucoup de conditions qui expliquent pourquoi une éclipse totale reste un phénomène plutôt rare. Il se forme alors une petite tache d'obscurité qui se déplace rapidement à la surface de la Terre sur quelques milliers de kilomètres. Le 26 février 1998, l'éclipse a pris naissance quelque part dans l'Atlantique et on a pu l'observer à l'est du Panama, au nord du Venezuela et au-dessus de la Guadeloupe. Au cours d'une éclipse, la Lune projette sur la Terre deux types d'ombres, l'ombre et la pénombre. Seul l'observateur situé dans la zone d'ombre assistera à une éclipse totale. Les autres, moins favorisés, ne verront qu'une éclipse partielle. Le Soleil sera en partie occulté, mais il ne fera pas nuit. Sauf si, comme nous et comme eux, ils ont décidé de faire un grand voyage pour assister à l'instant magique. La Lune, vous le voyez, a occulté maintenant la moitié du disque solaire, c'est-à-dire que l'éclipse est à mi-parcours. Alors, attention les yeux, lors des éclipses, il y a toujours des accidents. Il ne suffit pas de porter d'ordinaires lunettes de soleil, il faut des lunettes renforcées pour pouvoir observer ce phénomène. Et c'est important de le savoir pour nous autres Français, puisque la prochaine éclipse complète de soleil sera visible depuis le nord-ouest de la France. Ce sera le 11 août 1999. Donc une éclipse de soleil comme ça, c'est un événement scientifique de première importance. Pourquoi? Parce que le problème des astronomes lorsqu'ils observent le soleil, c'est qu'ils reçoivent trop de lumière, ils sont éblouis et ils ne peuvent pas voir toutes les régions autour du soleil. Ils ont dû même construire des écrans qui occultent la face éclatante du soleil qu'on appelle des coronographes. Mais le plus parfait de tous les coronographes, c'est bien sûr la Lune lorsqu'elle vient dans les éclipses occulter comme cela la face du soleil. C'est donc l'occasion d'observation extraordinairement importante et pendant cette éclipse, comme pendant toutes les précédentes, il y a de nombreuses expéditions scientifiques qui vont observer le phénomène. Comme trop de choses sur cette terre, une éclipse c'est merveilleux, mais c'est court. 2-3 minutes souvent, 7 minutes au maximum. Aussi, pour faire durer le spectacle, les astronomes ont recours à des astuces. La plus célèbre date de l'éclipse du 30 juin 1973 au-dessus de l'Afrique. L'idée, c'était tout simplement de poursuivre l'éclipse en Concorde. Pendant toute la durée de l'éclipse, en effet, notre planète poursuit sa rotation sur elle-même. L'ombre de la Lune se déplace à plus de 2000 km/h à la surface de la Terre. Pour la suivre à la trace, il faut donc disposer d'un supersonique. En 1973, justement, notre glorieux Concorde était encore au stade du prototype.
Et comme un peu de publicité ne pouvait lui faire de mal, les responsables de l'aérospatiale acceptèrent de le lancer dans l'aventure. Serge Kouchmy, astronome à l'Observatoire de Paris, faisait partie de l'expédition. C'était très critique, il fallait absolument que l'avion arrive après une boucle juste à l'arrivée de l'ombre de la Lune, juste à aborder l'ombre de la Lune, à rester dedans le plus possible. Et le rendez-vous s'est passé avec une précision de l'ordre de la seconde. Le résultat fut à la hauteur des espérances. Pensez, 74 minutes d'éclipse totale, un record. Autant que la durée de toutes les éclipses observées depuis le début du siècle. Il y a les chasseurs d'éclipses professionnels et il y a les amateurs. Mais les plus enragés ne sont pas ceux qu'on croit. Nous en avons rencontré un à Curaçao, en voici un autre, Honoré Arioli. Depuis plus de 30 ans, il court le monde pour ne rien manquer de ces prodigieux cadeaux du ciel. Notre passion avec mon épouse et moi-même, c'est le soleil. Donc ça fait des années, hein, ça fait 25 ans ça. 25 ans. Alors les éclipses ne viennent pas à date régulière, hein, toutes les années. Des fois, je crois que j'en ai manqué quelques-unes quand même, où je n'ai pas pu y aller. Je crois qu'il y en avait une au Canada, une autre en Inde aussi, que je n'ai pas observée. Et voilà, nous avons parcouru presque tous les continents de notre Terre pour aller voir ces fameuses éclipses. Et sinon, j'en suis actuellement 12 éclipses réalisées déjà, et la 13e pour l'année prochaine, et peut-être une 14e en 2001, qui sait. L'éclipse du 11 août 1999, on vous l'a dit, sera visible en France. Depuis 4 ans déjà, la Société astronomique de France prépare le grand jour dans ses grands et ses petits aspects. Un bon exemple, c'est la cravate que je porte, où il y a le petit logo de l'éclipse. On a fabriqué aussi des t-shirts, il y en a des noirs, des blancs, il y a des casquettes, il y a des crayons. J'avais tout à l'heure un crayon avec un embout qui ressemble à l'éclipse. Notre pays n'avait pas connu d'éclipse totale depuis 1961 et la suivante ne se reproduira qu'en 2081. C'est donc un événement à ne rater sous aucun prétexte. Pour la majeure partie du pays, il s'agira hélas d'une éclipse partielle. À Paris, l'éclipse ne sera pas totale, mais comme on peut le voir sur cette simulation, elle méritera le coup d'œil. Seule une bande large de 110 km bénéficiera de l'éclipse totale. C'est sur cette ligne, appelée ligne de centralité, que l'éclipse durera le plus longtemps, jusqu'à 2 minutes 19. Question. Existe-t-il en France un endroit particulièrement privilégié pour l'observer? La réponse est oui. Oui, cet endroit idéal existe. L'ennui, c'est que les astronomes, qui redoutent une invasion massive de marchands de saucisses, nous ont fait jurer de garder le silence. Donc, désolé, nous ne dirons rien. Mais rien ne vous empêche de chercher. Nous n'avons plus maintenant qu'un croissant de soleil et l'éclipse, nous ne nous contentons pas de la voir, nous la sentons parce que la température a baissé, la lumière a baissé et bien qu'il soit tout juste 2h moins 10, eh bien on se croirait en fin de journée si ce n'est que le soleil n'est pas bas sur l'horizon, qu'il est toujours pratiquement au zénith. Donc, dans un quart d'heure, nous allons voir apparaître la partie extérieure du Soleil, c'est-à-dire la couronne. Alors, en attendant, je vous propose de faire un voyage à l'intérieur même du Soleil, dans cette chaudière thermonucléaire. Or, vu à 150 millions de kilomètres, ça paraît très rassurant, mais quand on est dedans, quel enfer! Comparé à la Terre, le Soleil est un astre gigantesque. 12 000 km de diamètre pour la Terre contre 1 400 000 km pour le Soleil. Dans le cosmos, pourtant, on commence à le savoir, tout est relatif. Dans notre seule galaxie, les astronomes ont observé des soleils monstres, 10, 100, 1000 fois plus gros que le nôtre. Imaginez une aube avec un soleil 1000 fois plus gros. Inutile
Inutile de dire qu'au champ du coq, vos atomes en profiteraient pour réclamer leur indépendance. En d'autres termes, vous seriez instantanément vaporisés. Même modeste, notre Soleil n'en reste pas moins une très impressionnante machine. Pourtant, rien de solide là-dedans. Du gaz, rien que du gaz. 2 milliards de tonnes de gaz, principalement de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Plongeons dans la fournaise. Au centre de la chaudière, pas de doute, c'est l'enfer. 15 millions de degrés. Qui dit chaudière dit combustible. Celui du Soleil, c'est encore et toujours l'hydrogène. Écrasé, compressé au cœur de l'astre par la force de gravité, l'hydrogène brûle en se transformant en hélium. Comme dans la bombe H, mais pour nous donner la lumière du jour. Chaque seconde, 700 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent ainsi en 695 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions manquants sont transformés en énergie pure, selon la recette du bon Dr Einstein, E égale mc au carré. Cette énergie libérée par la fusion thermonucléaire progresse lentement du centre vers la surface de l'astre, où elle forme des bulles de gaz, comme dans une marmite qui bout. On dénombre 4 millions de ces bulles gigantesques, produits d'une infernale tambouille. Parfois, des tourbillons se forment, monstrueuses tornades de gaz brûlant, plusieurs fois grosses comme la Terre. Les vents y soufflent à 500 000 km à l'heure, quand nos pauvres tornades sont 1000 fois moins puissantes. Au-delà s'étend la couronne solaire, c'est-à-dire l'atmosphère du Soleil. C'est la couronne, avec ses mystères, que les astronomes vont pouvoir étudier au cours d'une éclipse totale. Et justement, à Curaçao, nous y sommes. Et voici l'instant magique, nous pouvons regarder le soleil à l'œil nu et nous allons découvrir ce qu'il nous cache d'habitude. Voilà la couronne qui apparaît, les étoiles qui apparaissent et vous la voyez, cette couronne solaire, elle est très différente de l'atmosphère de la Terre. Ce n'est pas des gaz qui entourent l'astre, non, c'est le souffle du soleil. Imaginez-vous que cette couronne est à plus de 1 million de degrés. Or, on sait que la surface du Soleil, la surface lumineuse, est seulement à 6000 degrés. Il y a donc un échauffement absolument prodigieux de la matière. On a certaines explications, mais cet échauffement reste pour l'essentiel une énigme. Voilà, c'est maintenant la fin de l'éclipse. Le jour va revenir sur Curaçao. Right. So this one was yours. I gotta take the bottle down. Excellent. You take it down. Voilà, c'est terminé. Les astronomes amateurs ont spontanément applaudi ce spectacle à nous couper le souffle, mais qui pour nous est un spectacle parce qu'on sait ce qui s'est passé. Mais alors maintenant, imaginez ce que devait être une éclipse pour nos ancêtres qui ne pouvaient ni la prévoir ni expliquer cet événement. Eux qui étaient fascinés par cet ordre immuable des choses célestes devaient être tout à coup saisis de terreur et d'épouvante. Et justement, grâce à la magie du cinéma, nous pouvons essayer de regarder une éclipse de soleil avec les yeux de nos ancêtres. Imaginez, il y a 4000 ans, dans l'Égypte des pharaons, soudain arrive une éclipse.
On n'est pas tout à fait sûr que ça soit bien passé comme cela dans l'Égypte des pharaons. Mais ce que l'on sait de façon certaine, c'est que la plupart des civilisations ont divinisé le soleil. Et d'ailleurs, dans les mythologies, il tient une place bien particulière. Il symbolise le pouvoir, la permanence, l'organisation. Je dirais que c'est presque un mythe politique. Et c'est sûrement pas par hasard si ce sont les grands empires, les théocraties, celles des Égyptiens, des Aztèques ou des Incas qui ont fondé ces cultes solaires. D'ailleurs, regardez, chez nous c'est quand même le plus absolu de tous nos monarques, Louis XIV, qui a voulu être le roi soleil. Donc, le jour revient sur Curaçao, le soleil va reprendre non pas sa place, mais son visage éclatant à l'ordinaire, mais un soleil qui est toujours plein d'énigmes. Donc on a vu pendant l'éclipse cette première énigme de l'échauffement de la couronne solaire. Et puis il y a aussi l'énigme de ces forces magnétiques surpuissantes qui commandent ce monde en fureur qui est à la surface de l'astre. C'est comme partout. Il y a les va-nu-pieds du Soleil, ceux qui, pour étudier notre étoile, attendent patiemment une éclipse. Et il y a les privilégiés, ceux qui ont les moyens d'expédier leurs instruments dans l'espace grâce aux satellites d'observation. Lundi 15 juin 1998, 15h35. Nous sommes à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Ici, quasiment en direct, sont collectés les résultats des observations de SOHO, un satellite tout ce qu'il y a d'européen, lancé obligeamment par la NASA en décembre 1995. Situé à un point d'équilibre qu'on appelle le point de Lagrange, à 1 500 000 km de la Terre, SOHO peut observer notre étoile sous toutes les coutures et nous la montrer comme nous ne l'avons jamais vue. Une simple étoile, justement, se détachant parmi d'autres étoiles sur le fond immense de la Voie lactée. Voici une autre image étonnante, une comète qui plonge dans le Soleil. Ici, c'est une éruption de milliards de tonnes de gaz. Ces gigantesques panaches peuvent s'étendre sur des milliers, voire des millions de kilomètres. Parmi ces nombreuses missions, SOHO doit nous permettre d'en savoir un peu plus sur le champ magnétique du Soleil. Car notre étoile, comme la Terre, a toute l'allure d'un énorme aimant. Pour la Terre, c'est assez simple. Un pôle nord, un pôle sud et des lignes de champ qui ont à peu près cette allure. Le Soleil, c'est plus coton. Comme c'est une boule de gaz, toutes les régions de l'astre ne tournent pas à la même vitesse. Cette circulation des gaz produit un effet dynamo qui engendre un champ magnétique ayant à peu près l'allure d'une pelote de laine quand votre chat s'est emmêlé les pattes dedans. Le résultat, on l'observe sur ce magnétogramme du Soleil. Il y a un aimant principal avec un pôle nord et un pôle sud et un grand nombre de champs magnétiques locaux très intenses, entre 3 et 10 000 fois plus puissants que le champ magnétique moyen. Ce n'est pas un simple détail, car le champ magnétique du Soleil est le véritable metteur en scène invisible de toute l'activité solaire. Regardez cet extraordinaire document capté par SOHO qui nous compte un mois de la vie du Soleil, le mois de mai 1998. On voit bien comment la couronne solaire épouse très précisément, comme de la limaille de fer, les lignes de force du champ magnétique principal. On distingue aussi les champs magnétiques locaux, matérialisés par ces régions brillantes et très actives, dont la forme et l'intensité changent rapidement. Pour compléter le tableau, sachez aussi que tous les 11 ans, le champ magnétique du Soleil s'inverse. Et toc, le nord devient le sud et vice-versa. Et tous les 11 ans, justement, on observe que le Soleil passe par un maximum d'activité. Évidemment, les deux phénomènes sont liés. Ils sont liés, mais ils ne coïncident pas. Par définition, le moment où le champ magnétique s'inverse, c'est un moment où le champ magnétique est minimal et où l'activité est minimale. C'est le moment où on trouvera le moins de tâches, le moins d'éruptions, etc.
Par contre, dans les 2 à 3 ou 4 années qui vont suivre, l'activité solaire va augmenter simplement parce que le champ magnétique parallèle à l'équateur va croître. C'est le moment où il y aura les plus fortes éruptions. Ensuite, l'activité va décroître jusqu'à l'inversion suivante, qui correspondra au minimum suivant. Alors en gros, en 97-98, nous étions en période de minimum. Le maximum est attendu, entre guillemets, vers l'an 2000. C'est difficile de le prédire, ce sera une tâche importante. Et le prochain minimum solaire aura lieu vers l'an 2008-2009. Un pic d'activité du Soleil est un des phénomènes les plus spectaculaires qu'on puisse observer dans notre coin d'univers. Regardez ce document filmé en 1948 au pic du Midi par l'astronome Bernard Liot et commenté avec l'accent. À 500 000 km d'altitude jaillit cette colonne. Parfois, des blocs longtemps inertes s'animent. La protubérance de droite semble badigeonner le dos de sa voisine comme font les peintres de l'affiche Ripollin. À cette échelle, la Terre aurait sur l'écran les dimensions d'une mandarine. Mais, tandis que l'autre bloc s'affaisse, la protubérance active grandit, se dilate, s'épanouit en volutes. Ces débris retournent au Soleil. Et maintenant, sur 700 000 km de base, une arche déploie ses torsades et s'envole. L'énergie mise en jeu est colossale. Une bombe atomique n'est rien en comparaison. C'est la plus grande protubérance filmée en juin 1946 par Roberts. Elle mérite que vous la voyiez une seconde fois. Lors des pics d'activité, on observe une multiplication des fameuses taches solaires. Longtemps, on s'est interrogé à leur sujet. On sait maintenant qu'il s'agit de régions un peu plus froides que les autres, qui nous paraissent sombres par contraste avec le reste du Soleil. Ces taches sont aussi des zones où le champ magnétique est très intense. On suppose aujourd'hui qu'il provoquerait les taches en bloquant les bouillonnements de la marmite solaire. Et moins ça bouillonne, toutes les ménagères le savent, moins c'est chaud. Dernier aspect, et pas le moindre. Le champ magnétique du Soleil forme un parapluie très efficace contre les rayons cosmiques, ces particules très énergétiques qui nous arrivent des confins de l'univers. Sans ce bouclier protecteur, le bombardement des rayons cosmiques rendrait la vie tout simplement impossible sur notre petite planète. Une raison de plus, on s'en doute, pour s'intéresser de très près au champ magnétique un peu tourneboulé de notre bonne vieille étoile. Et voilà, à Curaçao, l'éclipse est terminée, le soleil est redevenu l'astre du jour. Seulement, nous l'avons vu, il ne nous adresse pas seulement sa lumière, mais également son souffle, son haleine, en sorte que la Terre se trouve à l'intérieur de l'atmosphère du soleil. Et c'est pourquoi elle subit de plein fouet le contre-coup de ses humeurs et de ses colères. Alors, voici l'histoire de la liaison secrète entre la Terre et le soleil. Imaginez, vous êtes un astronaute en orbite autour de la Terre et vous resserrez les boulons d'un satellite qui a beaucoup vécu. Et soudain, le Soleil se fâche. Une éruption comme il s'en produit tous les 11 ans. Le spectacle est impressionnant. Mais vous, que risquez-vous? Écoutez André Braic, astronome à l'Observatoire de Meudon. Imaginons que ce cosmos soit sans protection, sinon sa combinaison et la sonde spatiale elle-même. Eh bien, s'il voyage au moment d'un maximum d'activité solaire, au moment où il y a une bouffée très grande, ceci est équivalent à le placer à côté du réacteur thermonucléaire de Tchernobyl sans protection, ou d'un réacteur thermonucléaire de n'importe quelle centrale nucléaire. Autrement dit, le pauvre homme est irradié de telle manière qu'il en meurt rapidement. N'oublions pas en effet que notre belle étoile est une gigantesque bombe thermonucléaire. En permanence, elle projette vers la Terre un flux de particules qu'on appelle le vent solaire. Tous les 11 ans, on l'a vu, le vent se change en tempête. Et alors simplement, au lieu d'avoir des électrons un petit peu tranquilles, je dirais, ou quelques protons un petit peu tranquilles, on a des protons très accélérés, on a des noyaux d'hélium très accélérés. Ceci lie un champ magnétique important dans lequel la matière est gelée. Et cette matière gelée, il y a des arches qui sont à la surface du Soleil, ces arches s'ouvrent. Et quand une arche s'ouvre, il y a la matière qui s'en va et qui part dans l'espace, qui quitte non seulement le système solaire, mais même la galaxie. Et qui au passage bombarde des planètes, dont la Terre. Nul besoin d'être dans l'espace pour subir les effets du vent solaire.
Les passagers des avions de ligne volant à haute altitude pourraient eux aussi être affectés par les colères du Soleil. Ce qui explique la présence d'un détecteur de rayons cosmiques et de particules solaires à bord d'un avion comme Concorde. Par chance, le bouclier magnétique de notre planète nous protège efficacement contre les coups de boutoir du Soleil. Mais cette protection n'est pas totale. Les particules très énergétiques du vent solaire s'infiltrent sournoisement par les pôles et interagissent avec celles de notre atmosphère. Et ces interactions conduisent à des collisions d'interactions, je ne vais pas détailler tout cela, et produisent cette figure extraordinaire qui sont des rideaux en suspension qu'on appelle les aurores boréales ou les aurores australes, les aurores polaires qui sont superbes et que l'on voit rarement sous nos latitudes. De temps en temps on a vu, mais c'est assez rare, et que l'on voit d'une manière superbe au moment du maximum d'équilibre solaire, près du pôle Nord ou près du pôle Sud. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ces superbes images filmées récemment autour du cercle arctique. Même à terre, le vent solaire peut provoquer des dégâts. Un afflux de particules solaires peut perturber les lignes électriques haute tension et faire sauter les transformateurs. C'est ainsi que la grande panne qui plongea New York dans l'obscurité en août 1972 s'est produite lors d'une période de forte activité solaire. On retrouve la trace des particules que nous envoie le Soleil dans les cercles de croissance des arbres. Ces périodes de calme et de colère influenceraient-elles aussi le climat sur la Terre ? Eh bien, il y a simplement une période très calme, c'est l'époque du règne de Louis XIV. L'époque où le roi Soleil ne tolérait personne d'autre que lui comme Soleil. Eh bien, à cette époque-là, donc il y a un minimum. Et effectivement, le climat était assez froid à cette époque. Alors, de là à faire une corrélation, il y a un pas, il faut être très prudent. Il faudra avoir observé plusieurs fois ce phénomène. Malheureusement, nous ne suivons l'activité solaire que depuis environ 4 siècles, ce qui est un petit peu insuffisant pour avoir des données suffisantes. Mais je dirais la morale de cette histoire, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le Soleil, c'est un astre très beau, classique, il est gratuit, tous les matins il se lève, quand il n'y a pas trop de nuages, on le voit. Eh bien, en fait, c'est un être passionnant, c'est un sujet d'étude, nous sommes loin d'avoir tout compris. Et le comprendre, c'est finalement comprendre si ça a une influence sur nous, sur l'évolution de l'espèce, sur le climat. Donc c'est très important de l'étudier. Et finalement, je crois que la grande leçon du XXe siècle, nous arrivons en fin du XXe siècle maintenant, c'est pour mieux connaître l'homme, pour mieux connaître son origine, son évolution, son futur, son devenir, il faut regarder le ciel. Autrement dit, quand dans la vie vous avez un problème, c'est pas en vous mettant le nez dessus ou en étant au ras des pâquerettes que vous le résolvez, sans prendre du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie. C'est donc étudier le Soleil en particulier. Le Soleil est donc une chaudière thermonucléaire. Une chaudière, ça fait de la fumée, et une chaudière thermonucléaire, ça fait une fumée particulière qu'on appelle des neutrinos. D'où l'idée des astronomes d'essayer d'observer ici, sur Terre, des traces de cette fumée de neutrinos. Seulement voilà, ils n'en ont jamais trouvé que le tiers à peine de ce qu'ils attendaient. Alors que se passe-t-il? Est-ce au niveau de la chaudière des neutrinos ou de nos appareils que se trouve la clé de l'énigme? Pour y voir clair dans ces histoires de chaudière et de fumée, on pourrait imaginer un conte pour enfants. Dans un beau paysage ensoleillé, il y a une maison au sommet d'une montagne. Arrive une petite fille avec une boîte à malice. Elle veut savoir comment échauffer la maison. Comme elle a oublié d'être bête, elle sait que si sa petite boîte révèle la présence de soufre dans la fumée, ce sera la preuve que la maison est chauffée au charbon. Bingo, c'était bien ça. Arrive un savant, genre barbu, qui sait tout, avec une boîte encore plus malicieuse. La petite fille lui dit « Toi, le gros malin, dis-moi comment le soleil chauffe la terre ?»
Fusion thermonucléaire. La preuve, c'est que le Soleil émet des petites particules qu'on appelle des neutrinos. Je peux les recueillir dans ma boîte à malice. Je sais même exactement combien je dois en recueillir. Et combien tu en trouves? Le savant paraît troublé et il gronde. Qui a cassé ma boîte? Réponse, personne. La boîte fonctionne, mais tous les invités ne sont pas au rendez-vous. Reprenons. La chaudière solaire produit à chaque seconde des milliards et des milliards de ces particules qu'on appelle des neutrinos. Elles sont invisibles et traversent tout. Le Soleil, la Terre, vous et moi, sans se faire remarquer. Pour les recueillir, ces passe-murailles, les physiciens ont construit d'immenses pièges qu'ils ont enterrés sous les montagnes. Ceci afin d'arrêter toutes les particules qui nous arrivent du ciel, sauf précisément les neutrinos. Et là, rien ne va plus. Contre toute attente, un bon tiers des neutrinos manquent à l'appel. Bizarre. Un défaut de la machine? Non, on a vérifié. Alors, faut-il conclure que le Soleil ne fonctionne pas comme on le pensait? Non, ça c'est exclu. Parce que ce modèle-là, qui repose sur la transformation essentiellement d'hydrogène en hélium, s'applique à toutes les étoiles. Il y a celles qu'on connaît très bien, qui sont quelques dizaines. Il y a celles qu'on connaît moins bien, qui sont quelques milliers, mais ça marche très bien. On a donc cherché une autre explication. Imaginons par exemple que les neutrinos manquants se transforment au cours de leur voyage du Soleil vers la Terre. Partis sous une identité, ils arriveraient sous une autre. Forcément, on les raterait à l'arrivée. C'est là, précisément, que nous retrouvons l'éclipse du 26 février dernier. François Vanucci est physicien. Comme cette histoire de neutrinos manquants finissait par lui taper sur les nerfs, il a décidé lui aussi de faire le voyage jusqu'au Venezuela. Avec une idée simple, mais astucieuse. Eh bien, une hypothèse pour expliquer le déficit des neutrinos solaires, c'est que les neutrinos se désintègrent entre le Soleil et nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'une désintégration? C'est la transformation d'un neutrino en un autre neutrino et un photon. Donc ce qu'on va regarder, c'est pendant une éclipse de Soleil, la Lune avec le Soleil qui est exactement dans le prolongement par derrière. Et comme les neutrinos sont produits au centre du Soleil, eh bien, le signal que l'on recherche, c'est une tache lumineuse que l'on verrait au centre de la Lune, dans une photographie telle que celle-ci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Des centaines de photos de la Lune ont été réalisées au Venezuela pendant l'éclipse. Quant au résultat, le voici. Mais on voit rien. Effectivement, on ne voit pas grand-chose à l'œil nu. Ça semble tout sombre. Et c'est évident qu'on ne peut pas voir quelque chose d'absolument flagrant, sinon on l'aurait déjà vu il y a belle lurette. Et donc, pour faire une analyse détaillée de la chose, eh bien, on va devoir numériser cette image et essayer de chercher un excès, même très petit, au centre de cette image. Soyons patients. Dans quelques mois, si une petite tache blanche se forme sur l'écran, la preuve sera faite que les neutrinos sont bien des petits diables qui s'y entendent pour tromper leur monde. Mais ce n'est pas tout. Car si le neutrino se désintègre, c'est qu'il a une masse, aussi infime soit-elle. Et comme les neutrinos sont très nombreux, ces masses additionnées finiront un jour par freiner, puis par inverser l'expansion générale de l'univers. Ce sera le Big Crunch, le contraire du Big Bang. L'univers tout entier s'effondrera sur lui-même et retournera au quasi-néant d'où il a surgi. Charmante perspective qui réjouira seulement les vieux savants barbus, ravis de constater qu'en effet, leur compte était bon. L'homme n'a pas vraiment besoin pour vivre de la lumière. En revanche, elle est complètement indispensable pour les végétaux, parce qu'une plante comme cela est une sorte de machine à capter l'énergie solaire, puis grâce à la photosynthèse, à la stocker dans cette matière végétale qui effectivement est très riche en énergie. Et jusqu'à la découverte de l'énergie nucléaire, l'humanité n'a pratiquement utilisé que cette source d'énergie biologique, mais d'origine solaire.
c'est évident pour le bois, mais c'est vrai également pour le pétrole, pour le charbon, qui se sont constitués à partir d'organismes vivants. Seulement, ce stock d'énergie fossile est limité, alors ne pourrions-nous pour l'avenir puiser directement notre énergie dans le flux d'énergie solaire qui en permanence arrive sur Terre? La première idée, ce serait bien de copier la nature et d'utiliser la photosynthèse en ayant d'immenses cultures qui n'auraient plus pour but de nous fournir des aliments, mais de l'énergie. C'est toute la filière des biocarburants dont on parle beaucoup en France. Peut-elle beaucoup se développer? Probablement pas. D'abord parce qu'il faut savoir que la photosynthèse a un rendement très faible et donc il faudrait d'immenses cultures très intensives et on imagine toutes les conséquences, ne serait-ce que sur le plan écologique avec les engrais, les nappes phréatiques, etc. Alors il y a une deuxième voie, c'est plus la biologie, c'est la physique. Et pourquoi? Parce que lorsque des grains de lumière frappent, certains cristaux, ils mettent en mouvement des électrons. Autrement dit, sur ces cristaux, vous envoyez de la lumière et vous recueillez du courant électrique. Et sur ce principe, depuis un certain nombre d'années, on fabrique donc des photopiles. Alors, nous avons ici le panneau classique de photopile, et puis on a branché dessus, vous le voyez, cette ampoule. Elle n'est pas allumée parce qu'il n'y a pas de courant produit, parce qu'il n'y a pas de lumière qui tombe suffisamment sur le panneau. Et si maintenant j'envoie une source lumineuse forte, eh bien l'électricité est produite et le courant fait effectivement briller l'ampoule. Bien. Donc, expérience classique, cela fait plus de 30 ans qu'on utilise les photopiles à des usages divers, mais est-ce que, dans l'avenir, on pourra véritablement, par ce procédé ou d'autres, avoir, je dirais, une quantité significative d'énergie solaire? Nous sommes en 1974 et René Dumont, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France, ne mâche pas ses mots. Nous cherchons un nouveau type de civilisation. Nous estimons les centrales nucléaires comme un danger dont on ne peut pas mesurer toute l'importance, mais qui est, à notre avis, effroyable. En pleine crise pétrolière, les écologistes proposent, eux, des énergies renouvelables et surtout le soleil. C'est l'époque où sont expérimentés les premiers panneaux solaires. Le soleil devient cette source d'énergie miracle qui pourrait nous fournir gracieusement l'eau chaude, le chauffage pour l'hiver et autres commodités. Reconnaissons que le potentiel énergétique de notre étoile est fabuleux. Quand il est exposé au soleil, le bord extérieur de l'atmosphère terrestre reçoit environ 1300 watts par mètre carré. Compte tenu des pertes dues à la traversée de l'atmosphère, il arrive quand même au sol plus de 1000 watts par mètre carré. Mais cette manne, apparemment inépuisable, est inconstante et difficile à capter. Les panneaux photovoltaïques ont un rendement d'environ 15%. C'est-à-dire que sur les 1000 watts qui arrivent au sol, un mètre carré de panneau ne délivre que 150 watts d'électricité. Et le moindre nuage divise l'intensité reçue par 50, ce qui grève encore le rendement. Résultat, la fin de la crise pétrolière sonna le déclin du solaire. Les États-Unis abandonnèrent de nombreux projets, dont une centrale solaire de 10 MW qui aurait pu alimenter une petite ville. Thémis, la centrale solaire française, fut inaugurée en 1979 et reconvertie quelques années plus tard en four solaire. La France, elle aussi, avait choisi le nucléaire au détriment du solaire. Il n'y a pas eu, je pense, d'action du lobby nucléaire contre le solaire. Par contre, les budgets publics pour la recherche et développement ont été quasi entièrement absorbés par le nucléaire. Les chiffres aujourd'hui, c'est 90% des budgets publics pour le nucléaire, 1% pour les énergies renouvelables. Mais toutes les recherches n'ont pas été abandonnées. Depuis quelques années, le rendement des panneaux photovoltaïques augmente régulièrement et leur coût a baissé de moitié en 4 ans. Allez,
Pour le prouver, les partisans du solaire organisent tous les 3 ans une course de voitures exclusivement solaire qui traverse l'Australie du nord au sud. Ces bolides atteignent 140 km/h en vitesse de pointe et parcourent les 3000 km du trajet en 5 jours seulement. Les panneaux photovoltaïques des véhicules les plus performants ont un rendement d'environ 25%, mais leur coût reste proche du million de francs au mètre carré. De nombreuses applications moins spectaculaires, comme les téléphones de secours sur les autoroutes, ou cette tondeuse à gazon solaire, se sont aussi développées. La maison solaire, elle, a eu des débuts difficiles. Outre les coûteux panneaux photovoltaïques, il fallait installer de grosses batteries pour stocker l'électricité produite dans la journée. La nouveauté, comme ici à Besançon, c'est le toit solaire, qui convertit directement la lumière du soleil en électricité. Lorsque cette électricité qui est donc fournie par les panneaux photovoltaïques est supérieure à notre consommation, elle est fournie au réseau, c'est-à-dire qu'elle est rachetée par EDF, et c'est par exemple mon voisin qui en profite, ou le voisin de mon voisin, ou ainsi de suite. Nous sommes donc des producteurs d'électricité photovoltaïque, alors des petits producteurs, hein, puisque bon an, mal an, on produit de l'ordre de 2000 kWh par an, hein, mais ce qui correspond de fait à peu près à notre consommation. On est même depuis quelque temps légèrement, on produit légèrement plus que l'on consomme. D'accord. Mais comment EDF fait-elle la différence entre production et consommation? EDF nous a réinstallé un compteur comme tout le monde, et ce compteur, comme tout le monde, il a l'intérêt de tourner dans les deux sens. Tout le monde a un compteur qui tourne dans les deux sens, potentiellement. Si tout le monde avait des panneaux solaires, tout le monde aurait un compteur qui tourne dans les deux sens, parce que le compteur est tel que lorsqu'on consomme, il tourne dans un sens, mais si on redonne de l'électricité, il tourne dans l'autre sens. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Les 600 toits solaires français connectés au réseau produisent une électricité qui reste 3 à 4 fois plus chère que celle fournie par EDF. Ces réalisations sont donc encore au stade du laboratoire. C'est plus que ça, c'est aussi une stimulation du marché, c'est aussi une façon de faire progresser une technique qui de toute façon à l'avenir s'imposera. Quand le soleil se couche, les panneaux solaires terrestres deviennent inutiles. En revanche, les panneaux installés sur les satellites en orbite fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, pourquoi ne pas installer une centrale solaire dans l'espace? C'est ce que proposait un chercheur de la NASA il y a une vingtaine d'années. L'électricité ainsi produite aurait été renvoyée au sol sous forme de micro-ondes. Hélas, pour qu'un tel système fonctionne, l'antenne devrait mesurer plus d'1 kilomètre. Autre possibilité, un réflecteur solaire en orbite autour de la Terre pourrait éclairer un champ de panneaux qui serait fonctionnel jour et nuit. Science-fiction? Pas vraiment. En février 1993, les Russes ont illuminé plusieurs kilomètres carrés de Sibérie, alors plongée dans la nuit, grâce à cette voile de 20 mètres de diamètre seulement. Constatons malgré tout que l'énergie du Soleil reste difficile à utiliser. À moins qu'un jour, nous ne parvenions à réaliser ce vieux rêve, la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est-à-dire la maîtrise sur la Terre de la même énergie que celle du Soleil. Ce serait le moyen pour l'humanité de disposer d'une source d'énergie quasiment illimitée. Mais si les premiers essais sont encourageants, les plus optimistes des chercheurs n'espèrent rien de concret avant le milieu du XXIe siècle. Sachons attendre donc, car la chandelle qu'on nous promet en vaut le jeu, même s'il est un peu long. Cap
capter directement l'énergie solaire dans l'espace ou bien avoir des soleils artificiels sur la Terre, ce sont des rêves, mais dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils relèvent de l'anticipation ou de la simple science-fiction. Alors retour donc à la réalité avec cette réalisation, certes plus modeste, mais qui a tout de même le mérite d'exister. Vous le voyez, nous sommes ici à La Rochelle et sur le seul prototype existant en France d'un bateau solaire. Il a été conçu et réalisé par les chercheurs et les étudiants d'ailleurs de l'Université de La Rochelle. Donc le principe en est très simple. L'un des deux côtés, vous avez ces panneaux solaires. Ils produisent de l'électricité. À l'avant, nous avons des batteries et à l'arrière, le moteur électrique qui nous propulse. Et à pleine vitesse, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce prototype peut tout de même atteindre 30 km à l'heure, ce qui est pas mal, ce qui en fait une sorte de petit hors-bord, mais qui aurait surmonté la malédiction de la navigation à moteur, à savoir le bruit et la pollution. Écoutez, nous filons sans voile et en silence. Pour les marins, il n'est de vraie navigation que la navigation à voile, poussée par le vent. Et n'oublions pas, c'est d'ailleurs tout de même l'énergie solaire qui met l'air en mouvement pour faire avancer les bateaux. Seulement l'astronaute qui part dans l'espace, il ne peut avoir que la navigation à moteur. Eh bien non. Les ingénieurs ont imaginé que dans l'avenir, on pourrait aussi avoir une navigation à voile spatiale. Imaginez qu'on lance dans l'espace d'immenses cerfs-volants qui seraient constitués de voiles de plusieurs centaines de mètres de côté reliés à une cabine dans laquelle se trouverait le navigateur. Et voilà, dans l'espace règne le vide, il n'y a pas de vent, certes, mais il y a la lumière du soleil qui viendrait se réfléchir sur la voile métallisée. Et cette minuscule pression qu'exercerait la lumière et les particules solaires suffirait dans le vide spatial à faire dériver nos navigateurs. Alors, rêvons. Rêvons, pour un avenir encore lointain bien sûr, de régates spatiales entre la Terre et la Lune, avec de grands cerfs-volants célestes glissant sur les rayons de notre soleil roi, silencieux, lumineux, dans l'immensité noire du ciel.